Dans cette vidéo, je parle de l'affaire Epstein, mais pas comme un fait divers de plus, ni comme un spectacle médiatique. Et je voudrais plutôt l'aborder comme un révélateur de notre époque, de nos institutions, de nos limites collectives et de notre rapport réel à la vérité quand le pouvoir, l'argent et la justice se croisent. Alors, mon intention est simple, sortir du bruit actuel, de ne pas pointer du doigt des faits comme s'ils étaient nouveaux, poser des faits véritables, nommer ce qui est établi, distinguer ce qui est prouvé de ce qui est aussi seulement mentionné, et puis ne pas entrer dans du complotisme ridicule ou de l'information sensationnelle, car ça fait des années qu'on annonce que des enfants, mais aussi des bébés se font violer, et à part laisser un état de sidération, ça continue. Donc mon intention est aussi de regarder en face ce que cette affaire dit de nous, car elle ne parle pas que d'Epstein, mais de nos comportements qui façonnent nos sociétés. Alors je vais l'aborder avec une ligne claire, rigueur sur les preuves, lucidité sur les mécanismes de domination et fidélité au point central, les victimes, ces jeunes filles qui sont innocentes. Et donc ici, il ne s'agit ni de protéger des puissants, ni de nourrir une chasse aveugle. Il s'agit tout simplement de comprendre comment un système peut durer, comment il se protège, pourquoi la société se sidère et comment notre silence collectif contribue à ce genre d'affaires. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. D'abord, les faits structurants du dossier, sans raccourci et sans confusion. Ensuite, ce que ces faits révèlent sur les failles de l'état de droit quand les réseaux d'influence entrent en jeu. Et enfin, des actions concrètes, précises et applicables pour ne plus participer passivement à ce qui détruit des vies de femmes, de mineurs, d'enfants et même de bébés en silence. Mon objectif n'est pas de te choquer comme certaines vidéos qui circulent sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que ça n'apporte rien d'autre que de nourrir son ego. Mon objectif est que tu ressortes avec une lecture beaucoup plus juste, plus solide de l'impact réel de la pédocriminalité et aussi une responsabilité, je dirais claire, vis-à-vis de son existence aussi, qui est surtout et encore et toujours proche de chez toi. Alors tout d'abord, posons les faits judiciaires établis. Jeffrey Epstein a été inculpé en 2019 pour trafic sexuel de mineurs et conspiration. Alors qu'on parle quand même ici de multi-récidives, de viols, de meurtres, de trafic d'enfants. Il y a aussi Ghislaine Maxwell qui a été reconnue coupable en 2021 puis condamnée en 2022. Le reste, c'est un champ qui est beaucoup plus large. Carnet d'adresses, emails, vols, rencontres, témoignages, documents décelés aussi. Et il y a des noms qui apparaissent ici ou là, mais on en reparlera aussi. Mais soyons clairs tout de suite, un nom cité dans un document n'est pas une preuve de crime. Des personnes peuvent être en relation avec toi, elles peuvent être des fous, des voleurs ou des violeurs, mais elles ne font de toi ni un fou, ni un voleur, ni un violeur. Et donc cette distinction, pour moi, d'abord protège la vérité, elle évite aussi des histoires floues qui ne s'appuient que sur des rumeurs, et surtout, elle protège les victimes. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur mon vécu personnel, aussi vécu d'un de ces psychopathes pendant 18 mois, j'en parle déjà dans ma vidéo Sound of Freedom qui a été vue à plus de 500 000 fois, le lien est en description ou ici. Aujourd'hui, mon angle est clair. Je veux faire valoir ce que cette affaire révèle de notre système, de notre sidération collective et de notre responsabilité concrète. Epstein avait déjà fait l'objet de procédures dans les années 2000. En 2007-2008, un accord de non-poursuite fédérale en Floride lui a offert un cadre judiciaire extrêmement favorable au regard de la gravité des faits signalés. L'agrément a été négocié entre le procureur fédéral en Floride et Jeffrey Epstein. Le principe était simple. Le parquet fédéral renonçait à poursuivre Epstein au niveau fédéral alors que l'enquête visait des faits très graves de viol, de marchandage, de vente impliquant à ce jour, d'après le ministère de la Justice américaine, plus de 1200 victimes mineures. Et ce chiffre est en constante augmentation, car des millions de pages sont encore en cours de traitement. Et en échange, Epstein plaidait coupable au niveau de l'État de Floride sur des chefs beaucoup plus limités, avec une peine qui a été perçue comme extrêmement clémente, 18 mois comparé à la gravité des éléments remontés par les victimes et les enquêteurs. Et donc, ce qui a rendu
cet accord explosif, c'est aussi son périmètre. Il incluait une protection fédérale large pour les co-conspirateurs, avec une formulation qui a été vivement critiquée. Autre point majeur, c'est la manière dont les victimes ont été tenues à l'écart pendant la négociation de l'accord qui a bien sûr ensuite été contesté en justice. Seulement, quand les victimes ne peuvent s'exprimer devant un juge, que devient un procès? Donc, quand on dit que cet accord était extraordinairement favorable, ce n'est pas une formule émotionnelle. C'est le constat qu'un dossier fédéral très lourd a été redirigé vers une issue extrêmement douce, comme un simple vol à l'étalage avec des effets durables sur la suite des poursuites. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris une vie sociale au contact de cercles influents et continué son trafic et ses actes de violence physique et morale sur ces jeunes victimes. Et puis, en juillet 2019, nouvelle inculpation fédérale à New York pour trafic sexuel de mineurs et conspiration. Et donc, cette inculpation arrive après des années de mobilisation des survivantes elles-mêmes, après des années de procédures civiles et de pression médiatique. Et parmi les noms les plus cités dans cette dynamique, il y a Virginia Giuffre, Maria Farmer, Annie Farmer, Juliette Bryant et d'autres plaignantes restées anonymes dans leur dossier. Leur persistance avec les équipes juridiques a maintenu la matière probatoire vivante. La série d'enquête Perversion of Justice de Julie Brown a aussi joué un rôle majeur en exposant l'accord de 2007-2008 et en remettant la pression politique et publique aux autorités. Donc, il faut bien saisir que sans la ténacité des survivantes, sans leur avocat et sans l'enquête journalistique qui a brisé l'inertie, l'inculpation de 2019 n'aurait probablement pas eu la même trajectoire publique et judiciaire. Peut-être même qu'elle n'aurait jamais eu lieu. Et Epstein, ainsi que les autres co-conspirateurs, continueraient tout simplement en toute impunité. Ça montre à quel point lui et son réseau étaient protégés à tous les niveaux aux USA, mais aussi dans le reste du monde, la France y compris. Mais nous y reviendrons. Et puis, le 10 août 2019, Epstein est retrouvé mort en prison. La version officielle, ça a été qu'il s'est suicidé. Et cette version a été contestée par son frère Mark Epstein et par le pathologiste Michael Baden, mandaté par la famille, qui, eux, se dirigent plus vers un meurtre. Mais ça n'est pas vérifié. Il n'empêche que le département de la justice, via son inspecteur général, retient de son côté des défaillances massives de la prison ayant permis ce décès, meurtre ou suicide. Ghislaine Maxwell, sa collaboratrice la plus proche, est arrêtée en 2020, jugée, condamnée. Mais il faut tout de même bien comprendre que, sans Maxwell, Epstein n'aurait jamais pu élargir son réseau politique aussi grandement. Et le nombre de filles violées lui revient autant, si ce n'est plus. Toute l'organisation de recrutement des jeunes filles vient de Ghislaine Maxwell. Elle était autant psychopathe, si ce n'est plus que lui. Donc, cette condamnation de Maxwell confirme un mécanisme de recrutement et de facilitation sans équivoque autour d'Epstein. Ce qui choque, ce n'est pas seulement la criminalité. Ce qui choque, c'est la durée, puisque les documents et les témoignages de survivantes remontent depuis 1990. Ce qui choque aussi, c'est la capacité d'un individu déjà connu des autorités à conserver des accès de protection de fait, à conserver une surface relationnelle gigantesque aussi. Comment un pervers, psychopathe, dangereux, violent et terrorisant des mineurs aux yeux des plus grands peut-il rester libre? Peut-il continuer ses affaires pendant près de 29 ans? Alors que si toi tu fumes un joint ou que tu voles une banque ne serait-ce que 10 000 euros, tu vas finir croupir au fond d'une prison. Car la question centrale est bien celle-ci. Comment un tel réseau tient aussi longtemps? Un système comme celui-là ne tient pas par magie. Il tient avec 4 piliers. L'argent achète du temps procédural, des équipes judiciaires lourdes, des stratégies d'usure, de la négociation, de la fragmentation des dossiers. L'argent achète aussi parfois, comme dans cette affaire, des juges, des policiers, des chefs d'État, ceux qui sont censés normalement nous protéger. L'argent achète aussi, dans l'affaire Epstein, des médias, ceux qui sont censés nous informer de la vérité. L'argent achète aussi le silence des victimes. Aujourd'hui, certains médias en France minimisent l'affaire Epstein, ou alors
détournent le vrai problème. Une autre manière de cacher et voiler l'info, et surtout d'éviter que ça prenne trop d'ampleur dans la sphère politique française. Il faut comprendre que la proximité avec des figures puissantes crée une sorte de halo de respectabilité qui désarme les réflexes critiques. Ça crée en fait un sentiment de puissance vis-à-vis des victimes, mais aussi de ces mêmes figures. Et ça accroît sa position de force et de puissance dans les deux camps. Quand les informations sortent par paquet, avec caviardage, fuite, interprétation militante et contre-interprétation partisane, eh ben, le public se perd. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'en est toujours sorti, et c'est aussi pour ça que l'affaire peut encore être étouffée demain. Car ici, on parle de Jeffrey Epstein. Mais cette affaire, ce n'est pas que lui. C'est aussi toutes ces personnalités qui ont participé à ce que ça existe et qui continueront si ça ne s'arrête pas ou si ça s'étouffe. Si tu veux, les gens finissent par décrocher parce que tout semble immense, confus, insoluble. Quand c'est trop long, quand il y a trop d'infos, notre cerveau se met en mode off. Et ces mêmes personnes finissent par fermer les yeux et les oreilles et vivent leur vie comme si les horreurs de viol d'enfants, de nourrissons aussi, n'existaient pas ou n'existaient plus. Donc la phrase à retenir est simple. Un système d'abus, en tout cas d'abus durable, a besoin d'agresseurs, de facilitateurs, d'angles morts institutionnels, de supports politiques, d'aide financière et d'une société qui se fatigue plus vite que le problème. La publication de 3 millions de documents par le ministère américain de la Justice entre ces 2 derniers mois a apporté des précisions sur le degré d'implication des personnalités citées. Il est fondamental de rappeler que la mention d'un nom ne constitue pas une preuve de culpabilité ou d'activité illégale. La manière dont ces personnalités sont impliquées dans l'affaire Epstein varie en fait énormément de l'un à l'autre et ne les inculpe pas nécessairement. Cependant, ça montre l'ampleur et l'étendue de ses connaissances et aussi du réseau. Mais ça montre aussi que le savoir de la réalité était aussi connu dans les plus grandes sphères avec un silence total pendant plus de 30 ans. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont te demander de respecter la loi, de marcher au pas et de payer tes impôts sous peine de sanction. Voilà quelques noms. Donc, on a déjà cité Ghislaine Maxwell, donc elle est condamnée à 20 ans de prison pour avoir aidé Epstein à recruter et abuser de mineurs. Plus que son bras droit, elle était en fait son shadow. Il y a aussi Jean-Luc Brunel, agent de mannequin français, considéré comme le principal complice européen d'Epstein. Il s'est d'ailleurs suicidé en prison en 2022. Le prince Andrew, accusé de violences sexuelles sur Virginia Giuffre. Affaire réglée à l'amiable pour éviter un procès civil. Le montant est estimé à 12 millions de dollars. Les nouveaux documents aussi confirment des liens étroits et des invitations à Buckingham. Alan Dershowitz, c'est l'avocat historique de Jeffrey Epstein, cité dans les dépositions pour avoir eu des rapports sexuels avec des victimes, ce qu'il nie bien sûr fermement. Il nie aussi tout réseau pédophile au profit d'Epstein et affirme que toute cette histoire n'est qu'un montage médiatique et que selon lui, de nombreuses victimes inventeraient des histoires pour de l'argent. Bill Clinton, mentionné à de nombreuses reprises dans les journaux du vol de Lolita Express, c'est le Boeing 727 privé d'Epstein. Il fait face d'ailleurs en janvier 2026 à une procédure pour outrage au Congrès après avoir refusé de témoigner. Bill Richardson, ancien gouverneur cité par des victimes comme ayant eu des rapports sexuels forcés avec elle. Donald Trump, fréquenté Epstein dans les années 90-2000 pendant à peu près 15 ans. Une lettre de 2016 jugée compromettante a été révélée en février 2026. Jack Lang, cité dans les archives déclassifiées début 2026 concernant des échanges avec Epstein, notamment via Caroline Lang pour défendre Woody Allen. Je rappelle d'ailleurs que c'était Jack Lang qui, en 1977, voulait décriminaliser les abus sexuels sur mineurs. Alors pour se défendre, il parlait de
connerie inacceptable. Vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms. Mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement aujourd'hui. Je l'ai dit et redit. Vous me demandez mon sentiment. C'était l'après 68 et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Va dire ça à une enfant violée, monsieur Lang. Écoute, ce que nous avons fait sur toi, c'est juste une connerie inacceptable. Bill Gates a rencontré aussi Epstein plusieurs fois sur son île après sa première condamnation en 2008. Alors officiellement, c'était pour discuter de philanthropie. Mais certains documents d'enquête révèlent qu'Epstein aurait découvert une liaison entre Bill Gates et Mila Antonova, c'est une joueuse russe. Epstein a d'ailleurs voulu le faire chanter en lui faisant comprendre dans un email qu'il avait de quoi révéler l'affaire au grand jour. Elon Musk, des emails révèlent des contacts répétés entre les deux hommes, des invitations sur son île, bien que Musk nie tout lien personnel. Il y a Ehud Barak, Noam Chomsky, Sergey Brin. Ce sont des noms qui sont apparus dans les carnets d'adresses ou des agendas de rencontres privées pour des conseils ou du financement. Et puis il y a aussi certaines célébrités. DiCaprio, Blanchett, Diaz, Willis, Spacey, Jagger, Campbell. Leurs noms apparaissent souvent. Pourquoi ? Parce que Epstein les mentionnait pour impressionner ses victimes. Ou car ils ont été vus à des soirées sans que les activités illégales les concernant ne soient rapportées, en tout cas à ce jour. Il y a aussi Bruno Le Maire et Cédric Villani. Leurs noms apparaissent dans les archives récentes sans qu'une implication criminelle ne soit établie. Mais tout ça, ça illustre quand même l'étendue du réseau d'influence d'Epstein en France. En février 2026, la justice américaine a été critiquée pour avoir occulté 6 noms de personnalités de haut rang dans les derniers fichiers, alimentant bien sûr de nouvelles interrogations. Mais le 10 février dernier, les parlementaires ont fini par révéler ces 6 noms lors d'une intervention à la Chambre des représentants. Leslie Wexner, milliardaire américain et ancien PDG de L. Brown, c'est Victoria's Secret. Il est cité des centaines de fois dans les dossiers comme ayant été l'un des principaux soutiens financiers d'Epstein. Un document interne du FBI de 2019 le listait même comme un potentiel co-conspirateur. Le sultan Ahmed bin Sulayem, PDG du géant de la logistique DP World, basé à Dubaï. Son nom apparaît plus de 4700 fois. Et les documents révèlent les échanges de messages amicaux avec Epstein concernant des affaires, des visites sur son île privée, ainsi que des commentaires déplaçants sur les filles et les femmes. Nicolas Caputo, député européen jusqu'en 2019, cité dans les documents récents comme faisant partie du cercle de contacts financiers. Salvatore Noira, identifié par les élus comme l'un des noms dûment masqués. Zurab Makladze, son nom a également été dévoilé après avoir initialement occulté sans explication par le DOJ. Et il y a aussi Léonie Kleonov, 6e personnalité dont l'identité a été protégée par les autorités avant l'intervention du Congrès. Maintenant, voyons ce que l'affaire dit de l'état de droit. Car l'état de droit ne se mesure pas à ses slogans. Il se mesure à ce qui arrive quand les mises en cause sont puissants, quand la justice est rapide et implacable pour les faibles, puis lente et négociée pour les forts. Le message social est clair. L'égalité devant la loi est théorique. Je ne dis pas que tout est truqué. Je dis qu'il existe des asymétries structurelles visibles. Cependant, dans cette affaire, oui, tout est truqué. Et que cela, en fait, devrait faire automatiquement jurisprudence. Car une question nous vient de suite. Pourquoi respecter la loi alors que ceux qui jugent et qui la créent ne la respectent pas eux-mêmes ? Tu peux avoir la meilleure constitution du monde, si les institutions n'ont pas les moyens, la protection des lanceurs d'alerte, la capacité d'enquête indépendante et la stabilité politique nécessaires, la loi devient intermittente. Et une loi intermittente pour les victimes, c'est une absence de loi. Il faut aussi nommer quand même le mécanisme psychologique collectif. Quand un sujet touche à la prédation sur mineurs, le cerveau humain peut entrer en sidération parce que l'horreur est trop haute. La représentation mentale décroche totalement. C'est un mécanisme de fuite d'une part et de protection psychique face à quelque chose que le cerveau juge insupportable d'autre part. L'image mentale, si tu veux,
est trop violente. Donc, le système nerveux coupe partiellement l'intégration. La première réaction, c'est la négation. Un exemple concret. Ce n'est pas possible. En tout cas, pas à cette échelle. C'est forcément exagéré. Si c'était vrai, on l'aurait su avant. Et donc là, si tu veux, la personne réduit la réalité pour retrouver un sentiment de sécurité interne. La seconde réaction, c'est la dissociation informationnelle. Par exemple, une personne consomme des fragments contradictoires pendant des heures, saute d'un fil à l'autre, lit des noms, des rumeurs, des documents partiels, puis dit « Oh, on ne saura jamais ». Elle n'analyse plus, elle se noie. Le résultat, c'est la paralysie, le retrait, la fatigue cognitive, la fuite derrière tout ça. La troisième réaction, c'est la surenchère émotionnelle sans méthode. Par exemple, partager massivement des listes non vérifiées, accuser en bloc, mélanger condamnés et personnes citées et rumeurs. Et en fait, ça donne une impression de puissance immédiate. Mais juridiquement et stratégiquement, c'est contre-productif. D'abord, ça fragilise la cause, ça expose à la diffamation et ça donne au vrai réseau des arguments pour discréditer tout le mouvement. Et si tu veux, les trois réactions arrangent le système. La négation protège les agresseurs, la dissociation dilue la mobilisation et la surenchère sans preuve donne des angles de défense aux avocats des réseaux. Alors que la posture utile et plus exigeante, c'est quoi? C'est de rester touché, mais de garder une méthode. Distinguer les faits établis, les allégations, nommer les responsabilités pénales réelles, soutenir aussi les victimes et les structures sérieuses au lieu d'alimenter le bruit. Le vrai courage, ce n'est pas de crier plus fort que les autres. Le vrai courage, c'est de regarder l'horreur sans détourner les yeux, puis d'agir avec précision. Parlons aussi des victimes, car c'est le point qui ne doit jamais bouger. Le centre de gravité n'est pas la carrière des puissants. Le centre de gravité, ce sont les victimes. Une victime ne vit pas l'affaire en cycle médiatique. Elle vit avec des conséquences neuropsychiques relationnelles, sexuelles, identitaires, parfois pendant des décennies, si ce n'est toute leur vie. Elles ont toutes vécu une dissociation à un moment donné ou à un autre. Elles ont toutes laissé leur corps et coupé leur cerveau pour ne pas vivre dans l'horreur. Elles ont toutes vécu des cauchemars, même quand ça s'est arrêté. Car un viol, une violence physique et une violence psychologique restent indélébiles. Et la psychologie moderne ne sait toujours pas comment les effacer. Et heureusement, et j'en suis vraiment bien content, heureusement d'ailleurs que les thérapies cliniques pour guérir des chocs post-traumatiques à base de MDMA et de LSD sont de plus en plus autorisées dans le monde depuis que l'Australie a ouvert les vannes. Car en 2-3 sessions, ils réussissent ce que 15 ans de psychiatrie et de thérapie ne peuvent pas atteindre. Donc, ce qu'il faut saisir, c'est que Jeffrey Epstein, ou d'autres, comme lui par exemple, n'ont pas de sentiments. Ils sont exempts de sentiments. Et pour eux, c'est leur minimum standard. Ils sont capables de regarder une jeune fille de 5 ans, de 12 ans, de 15 ans, après l'avoir violée, et lui dire que tout va bien. Et que c'est pour son bien. Et ensuite aller reprendre leur vie sans sourciller. C'est d'ailleurs la signature d'un psychopathe. Et dans cette affaire, le système a isolé les victimes une première fois. Le débat public les isole une seconde fois quand ils transforment leur drame en guerre de clans. Et donc, la ligne morale est nette. On se doit de refuser l'exploitation politique des victimes. On se doit aussi de refuser leur invisibilisation au nom de la prudence. La loi devrait être simple. Tout homme ou femme qui viole un enfant, qui le caresse, qui lui demande de se mettre à nu, et même sur un adulte sans consentement, devrait être de suite mis en examen et jugé sans grâce ni faveur préférentielle. Et ensuite, il devrait être dévoilé au grand jour, affiché dans toutes les presses mondiales, dans tous les réseaux sociaux. Pour moi, il ne peut y avoir aucune exception. Et cela devrait avant tout être pris très au sérieux dans les sphères politiques et toutes les personnes avec un grand pouvoir d'influence. Donc maintenant, ce que chacun peut faire pour
pour que ça bouge réellement n'est pas vraiment compliqué en soi. La question n'est pas comment être choqué, la question est comment être utile. Et donc, voilà 6 actions que tu peux faire dès maintenant, par exemple. Premièrement, vérifie tes sources avant de partager un nom. Une erreur publique peut ruiner une enquête citoyenne sérieuse et offrir un contre-feu parfait à des vrais prédateurs. Ensuite, par exemple, tu peux soutenir vraiment des associations spécialisées dans la protection de l'enfance, dans l'accompagnement psychojuridique, dans la formation professionnelle de terrain. Innocence en danger fait d'ailleurs partie des acteurs historiques dans ce combat. Tu as leur lien, là dans la description, ne te pose aucune question. Contacte-les dès maintenant et demande-leur comment participer à leur action. Une autre action, c'est d'interroger tes élus sur des mesures concrètes, pas sur des slogans. Les moyens d'enquête spécialisés, les délais de traitement judiciaire, la protection des mineurs en ligne, la formation obligatoire des personnels en contact avec les enfants aussi. Une autre action, c'est, par exemple, dans ton environnement proche, de développer une culture de vigilance, comme les signaux d'emprise, comme l'isolement soudain d'un mineur, les discours sexualisés inadaptés, l'asymétrie de pouvoir dans les cercles éducatifs, dans les cercles sportifs ou culturels. Ensuite, c'est de refuser le confort du silence, parce que le silence social, c'est l'oxygène des systèmes d'abus. Et aujourd'hui, si ces systèmes ont pu perdurer autant de temps, c'est aussi à cause de ce silence. Et une dernière action, c'est de ne pas transformer ce sujet en identité politique de camp. Parce que le crime sur mineurs n'est ni de droite ni de gauche. C'est une ligne rouge anthropologique. C'est la déviance naturelle de notre espèce. C'est l'abus de pouvoir, c'est l'ego démesuré, c'est le besoin de puissance. Donc pour conclure, ce qui détruit une société, ce n'est pas seulement le crime. C'est l'habitude du crime. C'est la normalisation des angles morts. C'est aussi l'apprentissage du silence. Et ça, c'est sous notre responsabilité. L'affaire Epstein nous oblige à choisir une posture d'adulte. Pas de naïveté institutionnelle, ni de délire accusatoire, mais plus en mode preuve, mémoire et action. Parce que ne rien dire et ne rien faire revient à laisser les systèmes gagner par inertie. Ce qui s'est passé en 2020 par exemple. Seulement ici, il faut savoir que ça peut être ta fille ou la fille de tes enfants demain. Donc, parler sans rigueur revient aussi à les aider à se protéger. La seule voie qui transforme, c'est celle de la lucidité, de la méthode et surtout de l'engagement. Ne laissons plus un seul adulte toucher un enfant. Ça devrait être la devise de chacun d'entre nous et agir en conséquence pour que ces machines systémiques, en tout cas ces machines systémiques de l'horreur, s'arrêtent. À plus tard dans la vie.